Les pourparlers de paix entre la Corée du Nord et la Corée du Sud s'engagent pour de bon dans la ville frontière de Panmunjom. La guerre de Corée aura duré 1000 jours. En plus d'avoir causé d'immenses souffrances, elle aura brisé des carrières au plus haut niveau. À Washington, le président Harry Truman renonce à briguer un autre mandat. Son secrétaire d'État écrit que cette guerre a ruiné sa présidence. En 1953, il est clair que personne n'est sur le point de gagner la guerre de Corée. Le général Dwight Eisenhower devient le nouveau président des États-Unis. Comme il l'avait promis pendant sa campagne, il se rend en Corée pour tenter de mettre fin à cette guerre. Pour amener les autres pays à vouloir la paix, Eisenhower donne le feu vert à une démonstration de force, un essai d'armes nucléaires. Et il fait savoir que les États-Unis sont prêts à utiliser la bombe atomique pour mettre fin à la guerre. En Union soviétique, Joseph Staline meurt subitement et sa mort provoque de profonds changements dans le monde. Les communistes soutiennent de moins en moins les troupes nord-coréennes. Les deux superpuissances ayant chacune un nouveau dirigeant, les négociations de paix deviennent plus sérieuses. L'obstacle majeur demeure le président despotique de la Corée du Sud, Syngman Rhee. Dans les coulisses, sa présidence fait régner la terreur. Il est déterminé à saboter tout accord de paix qui n'unifierait pas la Corée sous son autorité. Puis les combats cessent enfin. Nous sommes à Panmunjom, l'endroit où, à défaut d'un traité de paix, un cessez-le-feu a été signé. Le 27 juillet 1953, après 3 ans de guerre et 5 millions de victimes, ce cessez-le-feu vient figer la situation. Les deux camps acceptent de rester là où ils étaient au début de la guerre. Les Chinois et les Coréens du Nord signent. Les États-Unis signent pour les Nations Unies. Mais le président sud-coréen Syngman Rhee refuse. Et pendant des années, jusqu'à son renversement, il n'exclut pas l'idée d'avancer à nouveau vers le nord. Aujourd'hui, la Corée du Sud n'a toujours pas signé le cessez-le-feu. Tous savent désormais que personne n'a gagné la guerre de Corée. Près de 2 millions d'Américains ont servi en Corée et 33 000 sont tombés au combat. Toujours hanté par la guerre, le soldat-poète Bill Childress s'est remémoré le front et a vu un lien direct entre la Corée et l'horreur survenue par la suite. Au nord de Pusan, nous avons suivi sans rien dire nos chefs dont la carrière reposait sur la victoire. Notre route aurait pu être la voie appienne, mais elle n'était bordée que d'enfants affamés. Non loin, le général campait avec son service de presse. Toute victoire serait la sienne. Pour nous, ce ne fut qu'une longue marche vers le Vietnam. En parvenant à freiner les États-Unis par les armes, la Chine est devenue une grande puissance aux yeux du monde. Mais même les historiens chinois ne prétendent pas que leur pays ait gagné la guerre. 1 million de Chinois ont été tués ou blessés, ce qui entache la notion de victoire. D'autres personnes contestent le nombre de morts. Comment peut-on crier victoire avec de telles pertes? En tout, il y a peut-être eu 2 ou 3 fois plus de morts du côté chinois. Quand on considère toutes ces pertes, la victoire est très amère. En Corée du Nord, personne n'a oublié la guerre. Ici, la guerre est une religion. Ceux qui ont combattu sont idolâtrés.
Le chef des armées Kim Il-sung est vénéré comme un dieu qui a transmis par la suite son pouvoir politique à son fils unique, Kim Jong-il. Le régime maintient le peuple dans la crainte constante d'une reprise de la guerre. Près de Pyongyang, dans un musée de la guerre de la province de Sinchon, l'État livre sa propre version de la guerre de Corée. Une version enseignée à tous les écoliers du pays depuis 50 ans. Sur les murs, on peut voir les militaires américains commettre des crimes de guerre. Les images sont si caricaturales qu'il s'agit moins d'un musée de la guerre que d'un musée de la haine. Mais au-delà de la propagande, la réalité est troublante. Des documents récemment rendus publics révèlent que pendant la guerre de Corée, une politique américaine impitoyable, émanant du sommet de la hiérarchie militaire, a délibérément visé des civils. On estime que 2 millions de civils nord-coréens, des vieillards, des femmes et des enfants, ont été tués pendant la guerre, essentiellement sous le feu américain, mitraillés, victimes de bombardements et du napalm. Il se peut que les pertes soient encore plus élevées. Les États-Unis ont commencé à simuler leurs attaques nucléaires sur la Corée du Nord en 1951. En 1998, le plan d'attaque nucléaire était toujours opérationnel. À Pyongyang, aujourd'hui, les exercices préventifs en cas d'attaque aérienne sont courants et reflètent une grande crainte des États-Unis. En 2013, les bombardiers américains procèdent toujours à des vols menaçants au-dessus de la péninsule coréenne. Le Nord a répliqué avec un barrage de propagande. Ils ont diffusé cette photo du nouveau leader Kim Jong-un penché sur une carte où l'on peut lire « Plan d'attaque du territoire continental américain ». Plus inquiétant que ce fantasme, on soupçonne la Corée du Nord de pouvoir mener une cyberattaque à terme. Le Sud est convaincu que la Corée du Nord est l'instigatrice d'une cyberattaque qui a perturbé les banques et les réseaux de télévision sud-coréens en mars 2013. Le long du 38e parallèle, le budget de la défense des forces armées sud-coréennes est plus élevé que l'ensemble du PIB de la Corée du Nord. Les patrouilles gardent la frontière infranchissable sous le commandement direct des États-Unis. Dans les 5 dernières années, malgré leur propre fanfaronnade guerrière, les États-Unis ont réduit de 37 000 à 27 000 hommes leurs effectifs militaires en Corée. À la frontière, une nouvelle génération de dirigeants démocratiques sud-coréens, désireux de mettre fin à la guerre, ont construit une superbe gare ferroviaire. Il s'agit d'un acte de propagande, mais aussi d'un symbole de bonne foi. Si la crainte de la guerre se dissipe, elle pourra assurer les premiers transports de voyageurs de Séoul à Pyongyang. De part et d'autre du No Man's Land, la guerre inachevée se terminera soit par une réconciliation entre le Nord et le Sud, soit par le rugissement des chars et des missiles, signe de la reprise des combats ouvrant le dernier acte de la tragédie coréenne.